Oui. Bonjour à tous. Alors, je suis Myriam Kérif, je suis une ancienne élève du lycée français d'Alger et je vais modérer cette session avec Léa Serrero, qui est chargée de communication, conseillère sectorielle à la délégation des fonctionnaires internationaux. Ce sera une session qui durera environ jusqu'à 14h55. Et juste après la présentation de Léa Serrero, vous pourrez poser des questions en live et vous pouvez dès maintenant ne pas hésiter à poster vos questions dans le petit chat que Léa Serrero pourra tenter de répondre en direct. C'est ça. Léa, je te passe la main. Merci beaucoup. Alors bonjour à tous, Léa Serrero. Donc je travaille au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères depuis 2014. Et avant ça, du coup, j'ai fait des études de droit en France. Après, j'ai passé le concours du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères en 2014. J'ai été pendant 4 ans chargée des affaires européennes à la sous-direction des visas. Puis je suis partie 2 ans en tant que consul générale adjointe à Canton, donc dans le sud de la Chine. Et je suis rentrée en septembre 2020 où j'ai pris mes fonctions de chargée de communication à la DFI, où j'occupe également des fonctions de conseillère sectorielle pour les domaines de la culture, de la francophonie et de l'éducation. Donc à la délégation fonctionnaires internationaux, donc on va bientôt vous mettre une présentation PowerPoint. Donc on fait partie de la direction des Nations Unies et des organisations internationales. Donc il y a une grande direction au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et le rôle spécifique de la délégation aux fonctionnaires internationaux, c'est de coordonner et de faire de l'accompagnement des candidats pour promouvoir la présence de Français, de ressortissants français dans les organisations internationales. Donc pour ça, on a plusieurs outils. On va vraiment faire une veille et de l'information. Donc ça, c'est toute la partie communication, justement, dont je m'occupe. Et aussi, on s'occupe d'un recensement dans le cadre d'une enquête annuelle et des recherches d'opportunités et des accompagnements de candidats dans le cadre de leur candidature aux organisations internationales. Et aussi, on finance des postes pour les programmes jeunes, donc des Nations Unies principalement, puis aussi un petit peu de l'Union européenne, mais ça c'est vraiment plus marginal. On a vraiment un gros programme de recrutement pour les jeunes professionnels au sein des Nations Unies, par le programme volontaire des Nations Unies et par le programme Jeunes Experts Associés. Donc ça, ce sont des postes financés par la France et donc réservés à des ressortissants français ou de l'Union européenne s'ils n'ont pas de programme propre à leur pays. Donc voilà, nous on va vraiment faire un accueil, un conseil et un accompagnement auprès des candidats, ce qui pourrait peut-être vous intéresser dans le cadre de vos recherches d'emploi ou de changement ou d'évolution de carrière. C'est vraiment quelque chose qui peut vous intéresser. Pour ce qui est du diapo, Myriam, je ne sais pas si on peut le mettre en place du coup. On va essayer de vous mettre tout de suite le diapo. Est-ce que Diarrhée, tu peux mettre le diapo? On ne le voit pas. Du coup, passer à la troisième moi, je n'ai pas la slide possibilité de le mettre en place. Désolée, il y a des petits soucis techniques. On le voit. On essaye. Est-ce qu'on peut passer directement à la troisième slide? À la troisième, le diapo. troisième slide. Voilà, donc ça c'est le périmètre d'action de la délégation aux fonctionnaires internationaux. On a en fait, c'est même beaucoup plus large, là j'ai mis juste quelques photos, mais en fait il y a 190 organisations internationales auxquelles la France est partie. Et donc on va suivre et accompagner les candidatures sur 190 organisations internationales. Après il y en a des plus petites que d'autres. Donc en pratique, ça va vraiment être 120 organisations internationales pour lesquelles on va vraiment faire des activités très régulières. Pour les 60 qui restent, ce sera plutôt si on a des questions spécifiques qu'on ira se pencher sur ces organisations-là. Mais ça fait quand même 120 organisations donc qui nous occupent vraiment au quotidien. Donc le système des Nations Unies et beaucoup plus largement aussi les banques de développement, les organisations coordonnées, tout ce qui est OTAN,
Voilà, c'est vraiment très très large et sur des sujets très, très vastes. Donc moi, je vous expliquais tout à l'heure que j'étais conseillère sectorielle pour l'éducation, la francophonie et la culture. On est en fait 7 conseillers sectoriels, à chacun avoir des spécialités spécifiques, hein, différentes pour chacun. Donc voilà, c'est très très large. Dans la prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci. Donc voilà, et donc la présence française en organisation internationale, c'est à peu près 20 000 Français pour 190 organisations. Donc ça fait à peu près 9% des fonctionnaires internationaux dans le monde, alors qu'on représente un peu moins de 1% de la population mondiale. Ce qui prouve, donc là c'est vraiment global, mais par exemple aux Nations Unies, on représente 5% des cadres et administrateurs de la fonction des Nations Unies, enfin, de la fonction publique pardon, des Nations Unies. Donc, alors qu'on est vraiment une beaucoup plus petite part de la population, ce qui fait que, bien qu'on ait une position très enviée, on est sujet à beaucoup de critiques de la part des autres pays. Donc, c'est une situation qui risque de changer dans les prochaines années, notamment quand on pense au fait qu'il y a beaucoup de Français qui vont partir à la retraite, des fonctionnaires internationaux français qui vont prendre leur retraite bientôt, dans les prochaines années. C'est pas certain qu'on puisse obtenir des postes pour des Français à chaque fois, même si c'est le rôle de la DFI de s'assurer qu'il y aura des Français dans ces postes-là, ou de remplacer des Français par des Français pour conserver notre position. Les organisations internationales, merci, ont beaucoup d'exigences en termes de recrutement, ce qui fait que c'est aussi pour ça qu'on est compétitif, parce qu'on arrive à trouver des candidats, et c'est aussi pour ça que c'est intéressant de vous parler aujourd'hui, parce que vous avez des profils qui pourraient intéresser les organisations internationales, parce que vous avez déjà la partie internationale multiculturelle qui fait déjà partie intégrante de votre vie en ayant étudié à l'étranger, tout en gardant un lien fort avec la France. Ça, c'est vraiment un des points primordiaux dans le recrutement dans les organisations internationales, cette capacité d'adaptation et d'ouverture sur les autres cultures. Et aussi, alors, j'ai 2 questions. Oui, allez-y. J'ai des questions justement sur ce sujet-là. Donc, la première, faut-il avoir la nationalité française ou la résidence suffit? Alors, et la deuxième... Alors, voilà, allez-y, posez les 2 questions, je répondrai après. Oui, pas de souci. Et la deuxième, où trouver les informations pour les programmes de l'ONU pour les jeunes, s'il vous plaît? Ouais, c'est une étudiante du Master 1 à Sciences Po Bordeaux qui pose la question. D'accord. Alors pour les programmes jeunes, ne vous en faites pas, j'en parle beaucoup à la fin, donc ça je reviendrai dessus, il n'y a pas de souci. Et pour ce qui est de l'accompagnement spécifique par la délégation aux fonctionnaires internationaux, il faut effectivement être français. Après, ce que je vais vous dire, ça s'applique à tout le monde. Enfin, ça, les informations que vous aurez aujourd'hui, ça peut vous intéresser quoi qu'il arrive. En revanche, effectivement, tout ce qui sera accompagnement de la DFI et appui éventuel aux candidatures d'une nature un peu plus politique, ce sera uniquement pour les ressortissants français. Donc voilà. Après, il y a toujours un intérêt, ça vaut le coup quand même de vous signaler, parce que des fois, si on n'a pas de candidat français adapté, on peut appuyer des candidats francophones. Donc ce sera le cas a priori, mais la résidence en France ou non n'a vraiment pas d'impact. Donc voilà. Et donc, pour ce qui est des attentes des OI, ce sera de l'expérience, si possible de travail, mais des expériences à l'étranger, à l'international, très intéressantes, dans un environnement multiculturel. Une maîtrise de l'anglais obligatoire, vraiment, ça c'est vraiment primordial. Au niveau C1, recommandé par rapport au grade européen. Et dans 95% des cas, une formation de niveau Master 2. Donc Bac plus 5, enfin Sciences Po, enfin voilà, Master, Sciences Po, je crois qu'ils font pas, ça s'appelle plus des masters, mais enfin, c'est l'équivalent Bac plus 5. Ce sera vraiment dans 95% des offres de postes qui sont publiées chaque semaine. Et ensuite, ce sera des sélections basées sur les compétences. Donc là, il y a les informations sur les grades, mais c'est plus à titre informatif. Je vous laisse passer encore la slide d'après, où ce sera pareil, des grades sur le recrutement. Et
la page suivante là, qui nous intéressera un peu plus sur les processus de recrutement qui sont particulièrement exigeants dans les organisations internationales et qui sont très très longs. Donc il faut y penser suffisamment à l'avance quand on a des projets où il faut se projeter sur un poste avant. Voilà, si vous êtes dans un CDD ou un CDI, il faut déjà penser au prochain un peu de manière anticipée. Ce sera vraiment en moyenne 9 mois entre le moment où vous candidatez et le moment où vous prenez votre poste. Donc ça implique quand même pas mal de logistique. De manière générale, donc c'est un dépôt de candidature en ligne. Maintenant, tout est informatisé, donc vous allez rentrer vos informations sur une plateforme dédiée. Pour les postes aux Nations Unies, tout est regroupé sur une même plateforme qui s'appelle Inspira. Donc ça, sur le site du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, vous avez pas mal d'infos sur comment appréhender l'application, enfin, en tout cas la prendre en main et l'utiliser. Donc ça, ce sera vraiment une plateforme assez importante à maîtriser si vous souhaitez entrer dans les organisations internationales et notamment aux Nations Unies, parce qu'une fois que vous l'aurez fait une fois, vous pourrez retourner sur votre profil et la compléter ou l'adapter en fonction des... Enfin, et quand vous postulerez à des offres ouvertes spécifiquement, vous pourrez un peu adapter votre profil. Ça vous fait gagner énormément de temps parce qu'avant ce changement, il y a 1 an et demi à peu près, il fallait refaire à chaque fois tout du début, donc c'était vraiment très très chronophage. Alors déjà que le processus est long, rien que pour faire le dépôt du dossier de candidature, si vous pouvez gagner un peu de temps là-dessus, c'est très bien, parce que vos dates d'obtention des diplômes, ils ne vont pas changer d'un jour à l'autre. Donc là, ça c'est vraiment la partie candidature en ligne à laquelle il faut vraiment prêter attention, parce que c'est très très compétitif, donc il y aura du monde, donc il faut vraiment prêter attention aux détails quand vous remplissez votre candidature en ligne. Et c'est important quand vous avez une fiche de poste spécifique de réutiliser des termes clés de cette fiche de poste quand vous remplissez votre candidature, parce qu'en fait il va y avoir en premier, avant même que votre candidature soit analysée par une personne des ressources humaines de l'organisation, il y aura dans la quasi-totalité des cas, un screening par des algorithmes pour éliminer ou pas certaines candidatures. Donc c'est important à ce niveau-là. Donc quand vous écrivez votre CV ou vos lettres de motivation, qui d'ailleurs se retrouvent pas nécessairement dans ces formats-là, ça peut vraiment être juste remplir des cases en exprimant vos expériences passées et vos motivations spécifiques. C'est notamment le cas à l'UNESCO. Parce qu'on ne peut pas du coup uploader de CV pour l'UNESCO, il va falloir tout remplir à chaque fois. Donc c'est important de reprendre par exemple tous les verbes d'action qui seront dans la fiche de poste, essayer de les remettre dans vos expériences passées. Voilà, c'est vraiment ça quelque chose qui va faire une vraie différence par rapport à d'autres candidatures. Donc, une fois que vous passez cette étape de la candidature en ligne, si votre candidature est retenue, et en général à peu près 10% des candidatures sont rappelés pour un entretien, enfin pour un test de présélection qui se passe très souvent de plus en plus en vidéo. Donc c'est des vidéos asynchrones, vous n'êtes pas face à quelqu'un, on vous envoie des questions, on vous fixe une date, on vous envoie des questions. Alors c'est toujours la slide d'avant, pardon, je ne fais pas très vite. J'ai d'ailleurs, pardon Léa, une question sur le profil des candidats. Une personne me demande nous demande s'il faut un Master 2 en sciences politiques, relations internationales nécessairement, ou si un Master 2 en finance, par exemple, pourrait-il être accepté pour certains profils? Au contraire, les finances, c'est très très demandé parce qu'on n'a pas suffisamment de candidats dans nos OI, donc très très bien. Après, ce ne sera pas nécessairement sur les organisations internationales au sein des Nations Unies, ce ne sera pas une agence des Nations Unies spécifiquement, mais tout ce qui est banque de développement, FMI, Banque mondiale, Banque africaine du développement, Banque asiatique du développement, là on cherche des gens qui ont des profils plus financiers, plus économiques, au contraire, c'est très bien. Et on cherche aussi à placer des Français, donc c'est parfait. Il ne faut vraiment pas se censurer sur les candidatures. Voilà, il faut quand même il faut essayer de trouver des fiches de poste qui correspondent à votre profil. Donc ça vaut vraiment le coup de faire une veille de votre côté pour voir s'il y a des postes qui vont vous correspondre. Mais les jobs en organisation internationale, ce n'est pas uniquement pour des personnes qui ont fait des relations internationales. Il y a beaucoup de postes comme ça, mais ça, c'est des profils un petit peu généralistes souvent.
sauf à avoir vraiment une compétence sécuritaire ou gouvernance peut-être, où là il y aura des postes, mais ça reste quand même des profils un peu généralistes, alors que si vous avez fait des études plus financières, là vous aurez vraiment une spécificité et une expertise à apporter à l'organisation, ce qui va les intéresser tout particulièrement. Donc voilà, merci pour la question. Je reviens juste du coup aux présélections par vidéo. Donc il y a un exercice un petit peu spécifique et pas très agréable, pour être honnête, pour les premières fois. Donc c'est bien de s'entraîner, ça vaut vraiment le coup de s'entraîner à ce genre d'exercice. De même, il y a des tests écrits qui peuvent être proposés pour les candidats. Donc des fois, il va y avoir que la présélection par vidéo ou que le test écrit. Dans de rares cas, il va y avoir les deux avant de passer à un entretien avec des vraies personnes. Si vous êtes retenu pour un test écrit ou pour un entretien par vidéo, et aussi par un entretien avec un panel, n'hésitez pas à vous signaler à la délégation fonctionnaires internationaux. Nous, on dispose de quelques exemples de tests qu'on nous a fait remonter par le passé, enfin, que des candidats précédents nous ont fait passer. Donc si vous avez une convocation, nous, on peut vous envoyer quelques exercices types qui pourraient vous intéresser. De même, pour préparer l'entretien avec le comité de sélection, on a vraiment une équipe qui peut vous préparer aussi en faisant un genre de coaching spécifique avec vous sur quelques heures pour vous aider à réussir l'entretien avec le panel. Donc là, je veux bien que vous passiez à la slide d'après, justement, pour vous parler un petit peu plus spécifiquement de l'entretien avec le panel, qui est un exercice très spécifique et auquel on n'est pas du tout habitué en France. Et même dans le monde anglo-saxon, c'est un peu plus classique, mais c'est quand même pas un exercice très courant. Ça s'appelle l'entretien basé sur les compétences ou Competency Based Interview, donc CBI, qui est un exercice très spécifique. Donc là, le candidat va être amené à démontrer ses motivations et ses qualités pour le poste en une petite demi-heure en général. Donc ça se passe en vidéo, sur Zoom ou sur Teams le plus souvent, avec vous qui êtes face à 4 personnes de l'organisation, avec les ressources humaines, le futur chef, la personne qui recrute, et voilà, en général entre 3 et 4 personnes dans le panel, et qui vont vous poser des questions sur vos qualités, sur vos compétences, mais aussi sur vos soft skills, donc les qualités comportementales. Ils vont vous dire, voilà, tout ce qui est éthique, c'est très, très courant aux Nations Unies comme question. Vous avez pas mal d'exemples, enfin, là j'en ai pas en tête, mais est-ce que si vous voyez quelque chose si vous voyez un comportement non éthique dans votre équipe, comment est-ce que vous réagissez? Ou si ça vous est déjà arrivé, comment avez-vous réagi? Et là, il faudra toujours répondre sur la base d'un même format. Donc la méthode STAR, donc qui est en photo ici, où il faudra vraiment s'appliquer à répondre avec des exemples concrets à la question posée, en expliquant d'abord la situation, en indiquant ce que vous avez fait comme tâche, ce que vous avez réalisé comme tâche et les actions prises pour arriver à un résultat, quel résultat obtenu, et très important, c'est la réflexion sur ce que vous avez obtenu et comment est-ce que vous feriez aujourd'hui avec vos connaissances actuelles, est-ce que vous feriez la même chose ou pas? Et ça, voilà, c'est vraiment une question de remise en question, tout en sachant se vendre, donc il ne faut vraiment pas être dépréciatif quand vous faites ça. Et donc ça, c'est vraiment un exercice très important dans les Nations Unies, mais même dans toutes les organisations internationales, et pour lequel il faut vraiment se préparer. Et en fait, ça peut vous aider pour toutes vos entretiens d'embauche pour la suite, parce que c'est un type de réponse qui sera quand même utile pour tout le reste. Donc c'est vraiment intéressant de se baser là-dessus quand vous préparez vos entretiens avec les organisations internationales ou avec des employeurs anglo-saxons. Ensuite, alors je ne sais pas trop les profils des personnes avec nous aujourd'hui, mais je vais parler un peu des jeunes en fin d'études. J'espère que c'est plutôt vos profils et qu'il n'y a pas trop de personnes dans le milieu du travail déjà actuel. Donc ça risque de vous parler un petit peu moins. Alors je vous laisse avancer de 2 slides, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors tout d'abord,
Si vous êtes vraiment intéressé par les organisations internationales, je vous invite vraiment à faire une veille des postes qui sont susceptibles de vous intéresser. Nous, à la DFI, on a quelques outils pour vous aider dans vos recherches. On a un site internet spécifique, on a une rubrique sur le site internet du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui va vraiment vous donner plein de conseils sur comment postuler, quels postes arrivent au fil de l'eau. Et aussi, on a une lettre d'information qui sort tous les mardis et qui va vraiment faire une veille à votre place et qui va recenser les postes disponibles dans les organisations internationales. Et on essaie aussi de faire un tri dans toutes les postes qui sortent chaque semaine, sinon ce serait pas très intéressant pour vous, parce que vous trouveriez ça sur les sites de toute manière des organisations. Mais notre but, c'est de repérer les postes pour lesquels les Français sont susceptibles d'être recrutés, et aussi de mettre en avant les postes pour lesquels nous, France, espérons placer des Français, parce qu'on a un intérêt à avoir un Français à cette place-là, parce que c'est des sujets qui nous intéressent, qui nous tiennent à cœur tout particulièrement. Donc voilà. Et c'est pour vous donner des clés voilà, de lecture des postes, comme ça vous savez quels postes peuvent recruter des Français et vous intéresser, vous, dans vos recherches. Et ensuite, on a aussi une page LinkedIn pour laquelle on essaie de mettre des offres de postes assez régulièrement. Mais là, pour le coup, on va plus cibler les postes juniors sur LinkedIn, parce que notre public est un peu plus jeune. On a 23 000 abonnés, mais ça reste un public plutôt jeunes diplômés ou en fin d'études, jeunes diplômés, donc premières années après études. Donc on va vraiment mettre en avant avec l'équipe des postes de P2, donc ça c'est les postes d'entrée de carrière cadre aux Nations Unies, ainsi que les postes de stage. Alors nous, notre politique à la DFI, on ne fait que de la promotion des stages rémunérés, parce que c'est quand même la base de tout travail mérite salaire. Donc notre politique, c'est vraiment, on va mettre en avant uniquement des stages rémunérés. Après, ce ne sera pas toujours des très fortes gratifications, mais c'est vraiment le parti pris ici. Alors je vous laisse avancer d'une slide, s'il vous plaît. Merci. Même de 2 slides, même une de plus, comme ça on va voir plus vite. Merci beaucoup. Donc voilà, donc on a un tableau pour les stages en organisation internationale qui est disponible sur notre site, sur le site du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, dans la rubrique délégation fonctionnaires internationaux, qui va recenser toutes les différentes offres de stage dans les organisations internationales. Donc là, pour le coup, dans le tableau, on va préciser rémunéré ou non, mais on met quand même c'est peut-être pas les offres en cours, c'est les liens pour aller chercher les offres qui sortent. Et après, nous, régulièrement dans l'année, on va dire à telle période, tiens, il y a l'OTAN qui fait sa campagne annuelle ou biannuelle, donc ça, on les met en avant. Donc pour l'ONU, on ne va pas le mettre en avant parce qu'il y en a qui sortent un peu toute l'année, ça va être au fil de l'eau, et elles ne sont pas rémunérées, sauf exception. Mais sinon, on va essayer de mettre en avant les programmes de stage des différentes organisations internationales tout au long de l'année. Et ce tableau, il va faire le recensement de tous les liens vers les fiches un peu plus globales des programmes de stage des organisations internationales, en précisant quel type de diplôme il faut avoir déjà obtenu pour pouvoir postuler au stage, sur quelle modalité combien de temps, à quel moment de l'année, quelle langue il faut parler, ce genre de choses. Donc c'est vraiment un outil qui peut vous être utile si vous recherchez des stages. Ce qu'il faut savoir aussi pour les stages, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être en cours d'une année universitaire pour la quasi-totalité des stages en organisation internationale, parce qu'il n'y a pas de convention tripartite avec votre université. Ce sera entre vous et l'organisation internationale. Donc ça vous donne la possibilité de faire un stage au-delà de l'année de césure, parce que là, vous avez le droit à une convention de stage dans les universités, mais aussi l'année qui suit l'obtention de votre diplôme de fin d'études. Là, en général, pendant 1 an encore, vous pouvez faire des stages dans la quasi-totalité des organisations internationales. Donc ça, c'est toujours bon à savoir pour la suite, parce qu'un stage en organisation internationale, ça va vraiment être un plus pour votre recherche d'emploi ensuite, si vous voulez rentrer en organisation internationale, parce que ils aiment bien reprendre des personnes avec qui ils ont déjà travaillé, ou en sachant qu'une personne a déjà
travailler dans une autre agence des Nations Unies. Ça rassure un peu les recruteurs. Donc c'est vraiment une plus-value pour votre CV d'avoir fait un stage en organisation internationale. Et ce sera aussi le cas pour les programmes jeunes. Donc ça, j'arrive au programme jeune, il y avait quelques questions tout à l'heure. Alors je vous laisse avancer d'une slide, s'il vous plaît. Je vois le temps qui passe, je vais faire vite pour finir. S'il y a tout de même des questions qui arrivent plus tard et qu'on n'a pas eu le temps de les traiter, vous pourrez m'écrire sans problème, je serai disponible pour répondre aux questions. Ça, il ne faut pas hésiter. Alors pour les volontaires des Nations Unies, donc ça s'appelle volontaire, mais c'est rémunéré, ça, il n'y a vraiment pas de problème. C'est des missions qui vont en général durer 24 mois, avec un contrat d'abord de 12 mois renouvelable pour une deuxième année, qui est généralement le cas, c'est généralement le cas, sauf à la demande du volontaire qui peut avoir trouvé autre chose pour la suite. Après, pour les volontaires des Nations Unies dits jeunes, là c'est 1 an non renouvelable, mais après nous, on va plutôt proposer des postes de volontaires des Nations Unies spécialistes. Donc là, ce sera pour une population un peu plus âgée, de 27 à 35 ans, avec 2 à 3 ans d'expérience professionnelle minimum, plus souvent 2 que 3 d'ailleurs, et avec un Master 2 spécifiquement. Là, il faudra quand même avoir validé son Master 2. Et là, on a ce sera 24 mois dans des bureaux de terrain des Nations Unies. Donc c'est des postes très opérationnels, très intéressants. Il faut avoir des premières expériences professionnelles, mais c'est vraiment un bon moyen de travailler pour les Nations Unies et ensuite rester dans l'organisation. Alors là, la France finance une vingtaine de postes de volontaires des Nations Unies chaque année, mais l'ONU finance également des postes de volontaires des Nations Unies. Donc là, c'est vraiment toute l'année et c'est au fil de l'eau. Il faut regarder de temps en temps, il va y avoir des offres. Vous pouvez mettre des alertes aussi par mail quand des offres sortent. Mais là, pour le coup, contrairement au programme financé par la France, vous serez en concurrence avec toutes les nationalités du monde. Donc c'est beaucoup plus compétitif que le programme qui est financé par la France, qui sera ouvert uniquement aux Français ou aux ressortissants européens. Pour les jeunes experts associés, donc ça c'est la slide d'après. Merci beaucoup. On a une trentaine de postes cette année qui ont été ouverts et il y en aura à peu près 35 l'année prochaine. Donc c'est vraiment un programme très intéressant et qui prend de l'ampleur. Donc ça, c'est vraiment le programme à suivre pour vous si vous cherchez à rentrer aux Nations Unies. C'est le programme Jeunes Experts Associés des Nations Unies. Donc là, ce sera vraiment limité, entre guillemets, aux Nations Unies, avec un contrat de 24 mois financé par la France et la 3e année qui sera normalement financée par l'organisation internationale. Après, ils n'ont parfois pas les moyens, donc il y a des fois possibilité pour la France de cofinancer la 3e année, donc à moitié la France, moitié l'organisation, mais il n'y a pas toujours les moyens, donc on va partir sur 24 mois de manière vraiment systématique, le plus souvent au siège des Nations Unies. Donc là, contrairement au VNU qui se passera plutôt sur le terrain, les JEA, ce sera en agence au siège, donc à Vienne, Paris, New York, Genève, Nairobi en règle générale, et l'Haï aussi un petit peu. Donc là, c'est vraiment la majorité des cas. Il peut y avoir quelques postes sur le terrain et de plus en plus, ce sera à mon avis pour les prochaines années le cas, un poste mixte avec une année sur le terrain et une année à New York par exemple au siège. Donc ça, c'est de plus en plus le cas. Donc c'est intéressant aussi pour faire des contacts, pour avoir des expériences de terrain. Pour les profils recherchés pour les jeunes experts associés, au-delà d'avoir un Master 2, il faut 3 ans d'expérience professionnelle rémunérée. Et le plus souvent, dans ces 3 ans d'expérience, nous, on va vraiment rechercher des personnes qui ont une expérience de terrain intéressante, enfin, qui est pertinente pour le poste. Ça va vraiment faire la différence. Donc si vous pouvez partir sur le terrain, faites-le, n'hésitez pas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et donc c'est de 25 à 32 ans, donc c'est assez limité dans le temps. La majorité de nos JEA, ils ont à peu près entre 30 et 31 ans, donc si ça ne marche pas la première fois que vous candidatez à vos 25-26 ans ou 27 ans,
ne vous découragez pas. C'est qu'on a aussi des candidats un peu plus capés, un peu plus âgés, donc qui ont un peu plus d'expérience. Mais ça veut dire que ce sera peut-être vous dans quelques années. Donc n'hésitez pas à repostuler d'une année sur l'autre. D'ailleurs, et ça fonctionne. Là, on a cette année recruté quelqu'un très récemment, parce que c'est en cours pour les recrutements. Quelqu'un qui n'était pas passé l'année dernière, qu'on avait entendu entretien, mais qui n'avait pas eu le poste, parce qu'il y avait beaucoup plus de candidats, enfin, il y avait des candidats plus expérimentés. Ben, cette année, ça a fonctionné parce que voilà, un an de plus, des expériences pertinentes en plus. Il ne faut vraiment pas se dire ah, je l'ai raté une fois, j'y vais plus. Non, non, vraiment, ça sert de persévérer, donc n'hésitez pas. Surtout s'il y a un profil qui correspond, un poste qui correspond à votre profil, il ne faut pas hésiter une seconde. L'appel à candidature est publié en général en janvier, début février sur notre site, avec la majorité des candidatures pour qui doivent être finies d'être remplies fin février. Mais quand on n'a pas suffisamment de candidats, ou des fois il y a des postes qui se ferment parce qu'il y avait pas, il y a des changements, il y a eu un poste en Birmanie qui a été fermé parce qu'il y a eu des changements politiques qui ont fait qu'on ne pouvait pas envoyer des jeunes professionnels sur place, on peut réouvrir d'autres postes. Donc ça vaut le coup, si vous êtes abonné à la lettre, de faire une petite veille aussi sur les profils de jeunes experts associés qu'on peut chercher. Donc ce sera plutôt en début d'année pour une prise de poste en octobre, mais il peut très bien là y avoir encore jusqu'au 30 mai, il y a encore un poste là à l'OMS qui est ouvert, pour également une prise de poste en octobre. Donc ça vaut le coup de jeter un œil un peu toute l'année, enfin en tout cas sur le premier semestre de l'année, ça fait pas de mal de jeter un œil. Donc voilà. Je vois que l'heure a tourné, vu qu'on a commencé en retard, je suis désolée, ça a été très rapide de ma part, j'espère avoir été claire. Si vous avez des questions, donc là on a quelques minutes peut-être, je ne sais pas Myriam ce que vous en dites pour des questions. Sinon, oui, non mais bien sûr. On peut encore prendre 3 minutes environ. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions, donc je les ai toutes faites remonter. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est le moment, dans le Q&A en chat. Alors en ce moment, je ne sais pas du tout. Vous cherchez pour quel type de profil? Est-ce que vous pouvez prendre la parole ou pas du tout? Je ne sais pas si on peut vous donner la parole pour donner plus de détails. On peut avoir des postes, mais je n'ai pas en tête de postes en République démocratique du Congo, mais c'est possible. Là, je n'ai pas la réponse. Ça vaut le coup de regarder sur notre site s'il y a des offres. Et sinon, il y a aussi un autre outil dont je n'ai pas parlé, ça s'appelle Ciel. Donc c'est une application en ligne pour les carrières internationales, où là, vous pouvez rechercher des postes qu'on a signalés à la DFI et qui sont ouverts en ce moment. Donc ça, c'est aussi un moyen de rechercher. Et vous pouvez faire des recherches par pays, par spécialité. Donc ça peut peut-être vous intéresser. Alors, le site, c'est Ciel. Vous allez sur diplomatie.gouv.fr/DFI. Et quand vous serez dans la rubrique, sur la droite, il va y avoir un lien direct d'accès vers Ciel. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci Léa. Alors pour l'instant, moi je n'ai pas d'autres questions. Et je pense qu'on est tout bon. Alors où est-ce qu'ils peuvent te contacter? Alors, vous pouvez totalement me contacter par mail, ce sera plus simple. Là, je vous envoie le lien pour la DFI. Et pour mon mail, je vous l'envoie aussi, comme ça, ce sera plus facile. Sinon, il est sur la dernière slide du PowerPoint, en fait. Je viens de capter, mais je vous l'envoie. Ce sera plus facile. C'est diplo.fr, voilà. Léa.serro@diplomatie.gouv.fr. Donc, comme ça, vous avez le moyen de me contacter. Sur l'espace exposant, alors vu que ça ne marche pas trop, vu que j'ai eu plein de problèmes techniques, je ne veux pas m'engager sur l'espace exposant, sauf s'il y a mon adresse mail qui est indiquée, et donc là, il n'y a pas de souci. Sinon, voilà, si vous m'envoyez un mail et que vous avez des questions même plus spécifiques pour on peut faire un entretien téléphonique si vous avez déjà un projet un petit peu construit. C'est vrai que si tout le monde m'appelle, j'aurais du mal, mais voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, j'essaie de prendre le temps de répondre
au mail rapidement et à trouver des créneaux pour le téléphone, parce que ça reste important d'échanger sur des sujets vraiment importants de carrière. Donc ça vaut le coup de s'intéresser au sujet de manière approfondie pour faire des choix qui vont vraiment être importants pour vous. Eh bien, Léa, merci beaucoup. Je pense que voilà, toutes les questions ont été remontées. L'adresse mail est bien présente. N'hésitez pas à la prendre en note avant qu'on ferme cette session. Tu as beaucoup de remerciements, Léa. Merci pour votre attention. Désolée encore pour le retard et pour les petits problèmes techniques. Et merci beaucoup, Myriam, aussi pour cette modération au poil. Avec plaisir. Je suis vraiment navrée. Ma vidéo n'a pas fonctionné. Mais donc, on a fait au mieux. Pas de souci, mais là, moi aussi, ma vidéo a coupé et j'arrive pas à la remettre. Donc, voilà. Ouais, bon, bah, effectivement. Bien, écoutez, bonne fin de salon à tous. N'hésitez pas à aller voir tous les intervenants. On a encore quelques ateliers jusqu'à 18h, 19h, il me semble. Donc, bonne fin de salon, bonne continuation et accrochez-vous. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.